Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon analyse complète des marchés. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis le début de l'année, où est-ce qu'on est rendu au niveau fondamental, qu'est-ce qui se passe au niveau géopolitique et surtout comment tout ça peut évoluer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait aujourd'hui plus que 10 ans que je suis sur les marchés, presque 7 ans à temps plein. On a accompagné plus que 1000 personnes au travers de notre programme de coaching. Et donc aujourd'hui, guys, littéralement, je vais tout vous présenter de A à Z. Ça va être une vidéo bourrée de valeur. Donc guys, si c'est le type de contenu que vous aimez et que vous aimeriez voir même plus souvent sur la chaîne, j'apprécierais vraiment si vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo, également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, rentrons directement dans le vif du sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'analyser où est-ce qu'on était en début d'année parce que c'est super important de comprendre que le marché est au final une histoire en continu. Et si on veut comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement, eh bien il faut comprendre d'où est-ce qu'on vient. Ça va nous aider à avoir une vision qui est juste beaucoup plus nuancée. Donc si on regarde ça sur les marchés, on voit donc que l'année dernière, on a vu les tarifs de Trump. Ça l'avait amené évidemment une très grosse correction et par la suite, les marchés avaient remonté et on s'était stabilisé vers ces niveaux-là ici. Donc quand on a commencé l'année, eh bien, on était dans un range et je dirais que niveau fondamental, il n'y a pas grand-chose qui se passait. C'était assez tranquille dans le monde, dans sa globalité et même au niveau des données économiques, il n'y a pas grand-chose non plus qui se passait. C'est-à-dire que si on regarde par exemple le taux de chômage aux États-Unis, on voit qu'on était assez stable aux alentours de 4,3%, ce qui est historiquement faible. Tant qu'on est en dessous de 5%, c'est vraiment le benchmark à respecter et c'est là qu'on va être dans une situation qu'on appelle le plein emploi. Donc, niveau données de l'emploi, on était plutôt stable. On avait un peu monté au niveau du taux de chômage l'année d'avant, mais bon, rien de si fou que ça. Ensuite de ça, pour ce qui est des données de l'inflation, on voit qu'on était quand même relativement stable aussi. Bon, évidemment, on oscillait un peu, mais rien d'alarmant. 2,4% sur les données du CPI, c'est historiquement très faible aussi. Et au niveau des PMIs, on était globalement plutôt haussier. Donc ici, on a les Services PMI, ici, on a les Manufacturing PMI. C'est des données qui sont extrêmement importantes, qui vont souvent nous montrer un peu d'avance comment l'économie peut évoluer. Et la façon qu'on va interpréter ces données-là, c'est que si on est au-dessus de 50 et en croissance, eh bien, on est dans une situation qui est très positive pour l'économie. Si on est en dessous de 50, c'est là qu'on tomberait peut-être dans un ralentissement. Donc si on regarde au niveau des services, on voit qu'on est au-dessus de 50 depuis quand même un certain temps et qu'on a même une belle croissance dans les derniers mois. Et c'est la même chose au niveau du manufacturing. En fait, on était en dessous de 50, mais on a réussi à repasser au-dessus là, dans les derniers mois. Et pour l'instant, on est plutôt stable, mais donc au-dessus de 50, ce qui est également une bonne nouvelle. Donc, point de vue général des marchés, c'était à peu près là qu'on était en début d'année. Il n'y a pas grand-chose qui se passait dans le monde. Les données étaient plutôt stables, mais plutôt bonnes en général. Et donc, si vous vous rappelez, je vous avais fait une autre vidéo comme ça en début d'année où je vous expliquais qu'en général, j'étais plutôt haussier sur les marchés, pas de façon non plus extrême, parce qu'un des problèmes, si on veut, qu'on avait, c'est tout simplement que les marchés étaient, et je dirais, sont encore relativement surévalués en termes de valorisation. Et il y a toujours, évidemment, un risque par rapport à ça que on a une correction, disons, naturelle, mais évidemment, une correction ne veut pas forcément dire un changement complet de fondamental et qu'on tombe dans un crash ou quoi que ce soit. Il faut être capable, évidemment, de faire la nuance là-dessus. Mais bref, tout ça pour dire que, globalement, j'étais plutôt haussier en début d'année. Les données étaient plutôt bonnes et rien de très alarmant à ce niveau-là. On avait également des attentes de baisse de taux d'intérêt pour la Fed, ce qui, en théorie, viendrait à stimuler l'économie et donc, globalement, nous laissait aussi dans un climat plutôt haussier pour les marchés. Maintenant, toute cette situation-là, disons, assez tranquille, a été chamboulée depuis le mois dernier avec le début du conflit entre les États-Unis et l'Iran. C'est ce qui a notamment créé cette correction-là qu'on a vue sur les indices boursiers. Si on mesure ça des points hauts jusqu'au point bas, on parle d'une correction d'environ 10%. Et donc, tout depuis un mois évolue selon cette situation-là. Il faut bien comprendre que quand on a des conditions de marché qui sont, disons, assez tranquilles et qu'on a un événement mondial qui vient chambouler tout ça, eh bien, évidemment, tout va évoluer par rapport à ça et ça va vraiment devenir le centre de l'attention. Et donc, depuis environ un mois et demi, c'est ce qu'on voit sur les marchés. On peut également regarder la corrélation qu'on a avec différents actifs parce que quand on tombe dans une situation telle quelle, eh bien, tous les actifs deviennent corrélés, tout bouge de la même façon et ça va suivre un peu le même narratif. Donc, depuis le début de la guerre, on a un actif qui est plus important que tous les autres, c'est-à-dire le pétrole. Depuis qu'on a le conflit qui a commencé, eh bien, on a le détroit d'Ormuz qui est bloqué. Ça coupe environ de 20%
l'offre du pétrole sur le marché, ce qui est juste énorme. Et donc, c'est ce qui explique notamment la hausse du pétrole fulgurante qu'on a vue depuis le début du conflit. Donc, le pétrole, avant, on était aux alentours des 60-65 $ et on est monté presque jusqu'à 120 $. Donc, on a quasiment doublé sur les prix du pétrole, ce qui est gigantesque en termes de hausse. Et évidemment, donc, comme je dis, ce mouvement-là a des répercussions sur tous les autres marchés et tout a évolué selon donc les cours du pétrole. Et je vous ai donc préparé un petit graphique ici justement pour vous montrer ça, disons, de façon un peu plus visuelle. Donc, si on rajoute par exemple les marchés boursiers, donc ici j'ai pris le S&P comme référence. Bon, si on regarde ça comme ça, on pourrait dire, ouais, non, il n'y a pas vraiment de corrélation, mais évidemment, c'est une corrélation inverse. C'est-à-dire que le plus que les prix du pétrole viennent à augmenter, eh bien, le plus que ça met une pression sur l'économie mondiale, le plus que ça peut amener de l'inflation, et donc le plus que les marchés boursiers pourraient baisser là-dessus. Donc, si on veut être capable de bien observer la corrélation, ce qu'il faut faire, c'est de tout simplement prendre le graphique du S&P, mais venir l'inverser. Et donc, avec ça, on est capable de voir déjà la corrélation qui est beaucoup plus visible de cette façon-là. Ensuite de ça, on peut regarder évidemment les prix de l'or aussi. L'or a énormément baissé à la suite de ce conflit-là, ce qui est tout à fait normal. Souvent, c'est l'un des points qui vient un peu mélanger les gens parce que souvent, le monde se dit, ouais, mais l'or, c'est une valeur refuge. Donc, si le pétrole monte et qu'on tombe dans une situation avec beaucoup d'incertitudes, que les marchés baissent, en théorie, l'or devrait monter. Mais non, souvent, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que quand on a un risque global sur les marchés et qu'on a les indices qui commencent à baisser, souvent l'or va baisser aussi parce que les gens vont sortir leur liquidité du gold et soit rediriger ça vers les indices pour couvrir la baisse ou même potentiellement revenir en cash, donc revenir avec de la monnaie. Souvent, on dit que quand il y a une crise et quand c'est vraiment la panique sur les marchés, cash is king. Okay? Donc, l'argent est roi. Et c'est normal parce que lorsqu'on a les marchés qui commencent à baisser, les gens redeviennent un peu avec leur esprit quasiment, je dirais, préhistorique et se disent, si je vais être capable d'acheter mon épicerie, si je vais être capable de juste survivre, il me faut du cash. Donc, souvent, les gens vont vendre leurs actifs et au niveau, disons, un petit peu plus professionnel, souvent, il y a un équilibre qu'on veut avoir entre les indices boursiers et, par exemple, le gold. Et donc, si on a d'un côté des indices qui commencent à baisser, mais que le gold a énormément monté dans les dernières années, comme on l'a vu, eh bien, c'est juste logique de prendre profit sur l'actif qui a le mieux performé, reprendre un peu de liquidité et remettre ça ailleurs. Et donc, c'est pour ça que si on regarde le gold, eh bien, on voit que depuis le début du conflit, gold a énormément chuté et on va voir la corrélation encore mieux si, évidemment, on inverse le graphique et on voit qu'effectivement, ça a à peu près suivi la même chose. Et comme j'ai dit, à la base de tout, c'est le pétrole qui a drivé ces mouvements-là. Et encore une fois, on peut pousser l'exercice plus loin. On peut également regarder par exemple, le dollar américain qui a très, très bien suivi également les prix du pétrole, tout simplement parce qu'une hausse du pétrole, comme on a vu ici, va inévitablement amener de l'inflation. Plus d'inflation dit politique monétaire plus restrictive. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est positif pour la monnaie. Donc, on voit le dollar américain qui s'est en général apprécié dans cette situation-là. Et sinon, on peut également regarder les yields. Les yields, c'est le rendement des obligations. Ici, j'ai sorti les yields 2 ans. Et donc, essentiellement, les yields sont une représentation visuelle de qu'est-ce que le marché s'attend par rapport au taux d'intérêt. Et donc, ça vient confirmer un peu ce que je viens d'expliquer par rapport à la monnaie. Et donc, si on rajoute maintenant tous les graphiques en même temps, eh bien, on veut voir que littéralement tout a été corrélé depuis le mois dernier, tout a évolué selon le conflit et graphiquement parlant, eh bien c'est comme ça qu'on peut le représenter. Maintenant, un autre graphique qui est important à comprendre, c'est ça juste ici. Donc en blanc, j'ai encore une fois les prix du pétrole qui, on peut voir le spike juste ici avec le conflit et en orange et en rose, j'ai l'inflation. Donc en orange, j'ai l'inflation aux États-Unis, donc le year over year et en rose, j'ai l'inflation mais le core CPI, donc le core, ça enlève essentiellement les fluctuations de l'énergie et de la nourriture. Souvent, c'est des catégories, on va dire, qui sont beaucoup plus volatiles que d'autres. Donc là, ça vient les extraire pour avoir une mesure de l'inflation un peu moins donc volatile par rapport à ça. Souvent, au final, ils finissent toujours par se suivre, mais bref, c'est quand même pertinent de regarder un peu les deux données. Et donc, ce qu'on peut voir juste ici, c'est évidemment donc que le pétrole et l'inflation vont se suivre et c'est tout à fait normal. C'est important de comprendre que le pétrole, c'est la matière première la plus importante, c'est la matière première qui est à la base de tout. Le pétrole, c'est de l'énergie et donc c'est la base de toute production. Si les prix du pétrole ont énormément augmenté, ça va coûter plus cher pour produire littéralement toutes les autres matières premières. Ça va coûter plus cher pour opérer, se déplacer, puis ainsi de suite. Donc, les prix du pétrole sont extrêmement reliés à l'inflation. Si on a une hausse sur le pétrole,
c'est quelque chose qui peut amener l'inflation à monter aussi. Donc, si on regarde ce graphique-là, eh bien, on peut voir cette corrélation-là qui est assez évidente à repérer. Maintenant, évidemment, l'inflation, pour l'instant, n'a pas encore monté parce que les données vont toujours sortir pour le mois précédent. Donc, ça veut dire que là, avec les prochaines données qu'on va avoir durant le mois d'avril, ça va être les données pour le mois de mars. Et là, ça va commencer à se faire ressentir. Mais donc, c'est quelque chose qui est assez évident et prévisible vu la hausse fulgurante qu'on a vue du pétrole dans les derniers mois. Eh bien, évidemment, l'inflation devrait normalement monter aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on voit le graphique du pétrole qui a déjà monté, mais les données de l'inflation qui n'ont pas encore été ajustées à cette nouvelle réalité, mais qui devraient l'être dans les prochaines semaines et les prochains mois. Sinon, autre point important à mentionner, c'est le changement de narratif qu'on a eu au niveau des banques centrales. Comme j'avais dit au début de la vidéo, en début d'année, on était dans une situation où on s'attendait à ce que les banques centrales diminuent les taux d'intérêt parce qu'on était dans une situation qui était plutôt stable et qui permettait justement aux banques centrales d'assouplir un peu leurs taux. Mais finalement, depuis le début de la guerre, eh bien, on a eu un choc au niveau des prix du pétrole, ce qui a amené le marché à changer complètement de narratif au niveau de la politique monétaire. Donc ici, graphiquement parlant, j'ai sorti les yields 2 ans et les yields 10 ans aux États-Unis. On aurait pu également regarder les yields de n'importe où dans le monde, mais ça aurait été à peu près le même principe. Et donc, on voit que depuis le mois de mars, eh bien, les yields ont énormément remonté. Donc, on est passé à avoir des attentes de baisse de taux à plutôt une politique monétaire plus neutre et à un certain point, même durant le conflit, quand le pétrole était vraiment élevé, il y avait même des attentes de hausse de taux d'intérêt. Pour l'instant, on est encore, à mon avis, loin de ça, mais on est donc dans une situation assez différente où est-ce qu'en début d'année, on s'attendait à avoir des taux d'intérêt qui allaient baisser et on le voit ici avec les yields justement qui baissaient. Mais donc, depuis le choc du pétrole, on a eu l'inverse et on s'est, disons, stabilisé. Donc ça a amené également un changement assez notable parce que, comme j'avais dit, une baisse de taux d'intérêt, c'est quelque chose qui aurait supporté le marché, ça aurait stimulé l'économie. Mais si on ne s'attend plus à ça, eh bien, c'est un point qui est un peu plus négatif pour les marchés et c'est également l'une des explications de pourquoi on a eu cette correction-là dans les dernières semaines. Sinon, si on revient donc sur le graphique du pétrole juste ici, on voit qu'on a eu un énorme spike au tout début jusqu'à environ 120 $ et depuis, on est dans un range. On voit qu'on avait graduellement remonté et tout récemment, on vient de rebaisser dans ce range-là. Ça, évidemment, je vais en reparler tantôt, mais on voit que le pétrole donc s'est stabilisé aux alentours des 100 $. Et ce qui est important ici de comprendre, puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié moi-même dans les dernières semaines pour vraiment bien comprendre la situation actuelle. Ce qui est vraiment problématique ici, ce serait que le pétrole resterait au-dessus ou aux alentours des 100 $ pendant longtemps. Parce que si on a juste, par exemple, le pétrole qui monte énormément, mais qui vient à rebaisser assez rapidement, supposons qu'on a eu ce choc sur le pétrole à cause de la guerre, mais que la guerre vient à finalement s'arrêter et que le pétrole redescend, c'est pas quelque chose qui est si négatif que ça pour le marché parce qu'on va avoir un spike au niveau de l'inflation, mais ces mouvements-là pourraient donc rebaisser rapidement et si on tombe dans cette situation-là, ben, ultimement, c'est pas quelque chose qui va créer un énorme stress sur l'économie mondiale. Maintenant, donc, le problème, ce serait que si on a un spike, oui, au-dessus des 100 $, mais qu'on continue de monter, ou du moins qu'on se stabilise vers ces niveaux-là pendant peut-être quelques semaines, quelques mois, et le plus longtemps que ça dure, c'est vraiment là que ça devient beaucoup plus problématique pour l'économie. Ce que j'explique en ce moment, on peut le voir sur ce graphique-là, juste ici. Donc, en blanc, j'ai le pétrole, en orange, j'ai les indices boursiers, et j'ai mis une ligne donc au niveau des 100 $ pour ce qui est du pétrole. Puis, on voit que lorsqu'on a dépassé ce niveau-là, et surtout qu'on est resté au-dessus pendant longtemps, ben c'est surtout là qu'on a des corrections plus significatives sur les marchés boursiers. Fait qu'on l'avait vu ici en 2008. Évidemment, en 2008, on avait aussi toute la crise économique reliée à l'immobilier, les subprimes et tout ça. Bon, on ne rentrera pas dans tous ces détails-là, mais le pétrole avait contribué également à toute la situation économique assez catastrophique qu'on avait à l'époque. Sinon, même principe ici, on avait monté au-dessus des 100 $, on était resté au-dessus de ça. Ça avait créé quand même une belle correction sur les indices. Même principe ici en 2022 avec la guerre en Ukraine et peut-être ou non, même principe ici selon évidemment comment ça va évoluer là, dans un futur proche. Mais donc mon point ici, c'est juste de comprendre que la hausse du pétrole en ce moment pourrait potentiellement devenir vraiment problématique si ça continue pendant des semaines et des mois. Mais à l'inverse, si on a la guerre, par exemple, qui commence à ralentir, qu'on a un deal, que ça va dans la bonne direction et que les prix du pétrole commencent à vraiment rebaisser, en théorie, c'est pas quelque chose qui devrait être si problématique que ça pour les marchés. Et donc, une fois qu'on comprend ça, ben, c'est quand même pertinent d'analyser justement la grosseur des corrections qu'on a vues dans ces 10-15 dernières années pour essayer d'avoir une idée de, OK, si on a un choc qui dure plus longtemps sur le pétrole, à quel point est-ce qu'on pourrait corriger, à quel point
point est-ce que ça pourrait devenir plus gros que qu'est-ce qu'on a présentement. Donc, avec le graphique ici, on voit que, bon, comme j'ai dit en 2008, on avait eu une très grosse correction sur les marchés boursiers, mais il y avait énormément d'autres problèmes que juste le pétrole. Fait que c'est peut-être pas l'exemple, disons, le plus significatif. Sinon, on avait eu cette correction-là ici et la correction de 2022 qui était un peu plus représentative, à mon avis, de qu'est-ce qui pourrait potentiellement arriver si la situation dure pendant longtemps. On voit qu'on avait corrigé ici de 21% et ici, on avait corrigé de 27% sur le S&P. Donc, c'est quand même une bonne correction sans non plus être un crash ou quoi que ce soit. Si on mesure les autres corrections, on voit que souvent des corrections de 10, 20, 25%, c'est pas si rare que ça sur les marchés. Donc, pour l'instant, on voit qu'on est à peu près à 10%. Fait qu'on a fait une belle correction, mais ça reste relativement petit à ce qu'on a déjà vu historiquement par là. Maintenant, si on retourne sur le graphique juste ici, on voit que tous ces mouvements-là se sont vraiment retournés dans le dernier 24 heures, tout simplement parce que depuis hier, on a des nouvelles très positives au niveau de la guerre, c'est-à-dire un cessez-le-feu. Donc, on a un accord entre les États-Unis et l'Iran où ils ont déterminé que pendant 2 semaines, ils allaient arrêter les bombardements, qu'ils allaient réouvrir le détroit d'Ormuz, ce qui est évidemment très positif pour l'économie mondiale. C'est quelque chose qui amène les prix du pétrole à baisser. On peut notamment regarder ça sur le graphique juste ici. Donc, on voit qu'on était, encore une fois, donc dans le range qu'on observe depuis tantôt, mais on voit que depuis hier soir, suite à la nouvelle qu'on a eue, eh bien, on a une énorme baisse du pétrole, ce qui est tout à fait logique parce que avant cette nouvelle-là, eh bien, les tensions étaient encore en train d'augmenter. On avait Trump qui nous avait mis plusieurs deadlines qui ont changé au courant des dernières semaines et il disait tout le temps que s'il n'y a pas d'accord, s'il n'y a pas de deal, eh bien, il va bombarder l'Iran et ça va être le bordel. Donc, évidemment, le marché avait un peu peur de ça et finalement, bien, ils ont réussi à s'entendre du moins pour l'instant et c'est pour ça qu'on voit donc le pétrole rebaisser et revenir à des niveaux qui, pour l'instant, restent encore élevés, mais un peu moins élevés quand même qu'aux alentours des 120, évidemment. Si on regarde les indices boursiers, on voit très belle hausse aussi sur les indices. Donc là, on a vraiment le marché qui commence à respirer. On a beaucoup de gens qui commencent à se sentir, disons, un peu plus rassurés par rapport à la situation. Maintenant, c'est très important de comprendre qu'un cessez-le-feu pour 2 semaines, ça ne veut pas forcément dire que la guerre est terminée et que tout ça est déjà derrière nous. Ça pourrait l'être, mais peut-être pas aussi. En fait, ça va dépendre de ce qui va arriver par la suite. Donc, c'est-à-dire que pendant les 2 prochaines semaines, ce qu'il va falloir vraiment surveiller, c'est est-ce qu'ils vont vraiment arriver à un deal, disons, plus long terme et vraiment avoir un accord stable et la fin de la guerre. Maintenant, donc, évidemment, c'est très difficile à déterminer pour l'instant vu que ça vient d'arriver. Mais personnellement, ça fait déjà quand même 2-3 semaines que je m'attendais à un petit peu plus de probabilité qu'on ait justement un deal. Et la raison pourquoi, c'est très important à comprendre que Trump avait rien à gagner à continuer cette guerre. Okay? Il faut comprendre que Trump, ça fait très longtemps qu'il agit de cette façon-là, mais il a toujours mis sa valeur en tant que président sur à quel point le marché boursier performe bien et sur des prix du pétrole faibles. Et Trump, évidemment, il n'est pas fou. Il sait très bien qu'avec la guerre actuellement, eh bien, ça va littéralement contre ce qu'il veut. Et il n'y a pas avantage à ce que ça continue. Et je le sais très bien parce que j'ai tradé durant l'entièreté du premier mandat de Trump et c'était exactement la même chose. Quand on avait des tensions géopolitiques, quand on avait beaucoup de bruit par rapport à ça, souvent on avait les marchés qui commençaient à baisser un peu et par la suite, Trump nous arrivait avec une solution miracle et la résolution du problème et donc le marché venait à remonter. Et je pense que intérieurement, c'est exactement ça que Trump veut et je pense donc que c'est la raison pourquoi on est en train de voir ces mouvements-là actuellement. C'est pas quelque chose qui me surprend vraiment et j'ai même réussi donc à me positionner dans cette idée-là et donc de profiter de la situation actuelle. Donc la façon que j'ai réussi à me positionner sur ce mouvement-là, c'est sur le gold. Donc gold, j'ai réussi à accumuler 2 positions dans les dernières semaines, donc 2 positions que j'ai identifiées avec les lignes vertes juste ici. Et donc pour comprendre ces positions-là, c'est super important de comprendre comment gold va réagir dans ce type de contexte-là. Comme j'expliquais tantôt, quand on a énormément d'incertitudes sur les marchés, quand on a les indices boursiers qui commencent à baisser, souvent, gold va baisser aussi. Tout simplement parce que gold, à la base, oui, c'est une valeur refuge, mais quand on a une sortie de liquidité ou un deleveraging qu'on appelle des marchés, donc une réduction d'exposition, eh bien, gold va aussi baisser. Je vous invite, guys, à backtest les anciens crashs qu'on a eus sur les marchés boursiers et comment gold a réagi durant ces périodes-là, et c'est toujours la même chose. Pendant le moment où on a le plus d'incertitudes et où on a vraiment les marchés qui baissent rapidement, gold va aussi baisser.
Par la suite, gold va se stabiliser et commencer graduellement à remonter. Parce que, comme je dis, au final, ça reste quand même une valeur refuge. Et donc ça, c'est le point le plus important à comprendre au niveau des dernières semaines sur le gold, c'est que la baisse qu'on a eue juste ici, c'est pas vraiment une baisse due à un changement fondamental parce qu'au final, gold est toujours supporté fondamentalement par toute l'incertitude qu'on a sur les marchés. Les banques centrales continuent d'accumuler de plus en plus d'or. Donc, tous les éléments fondamentaux vraiment profonds sont encore présents. Donc, la baisse ici qu'on a eue sur gold, c'est pas vraiment une baisse à cause d'un changement fondamental, mais c'est beaucoup plus une baisse à cause d'une sortie de liquidité pour justement, comme j'expliquais tantôt, aller couvrir la baisse sur les indices et revenir en cash. Et donc, ça, c'est tout le temps le même principe à chaque fois qu'on a des grosses corrections sur les marchés boursiers. Et donc, c'est pour ça que quand on avait cette correction-là sur l'or, eh bien, personnellement, c'était pas quelque chose qui m'inquiétait, c'était pas quelque chose qui m'intéressait même d'essayer de short le marché ou quoi que ce soit. La seule chose qui m'intéressait, c'était d'essayer de trouver un point bas et donc de me positionner pour jouer la remontée. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait et pour l'instant, eh bien, ça a plutôt très bien fonctionné. Donc, gold a baissé jusqu'à un très gros niveau que je regardais qui était juste ici. Donc, aux alentours des 4100, on avait le 200 moving average, on a une ancienne trendline, on a une clone trendline juste ici, on avait un très, très beau niveau technique. Et donc, on voit qu'on a eu cette baisse-là qui est quand même assez significative. Là. Si on mesure des points hauts qu'on avait ici jusqu'au point bas, on parle quand même d'une correction de presque 27 %, ce qui est quand même très gros pour un actif comme le gold qui est en général plutôt stable. Okay? Donc, on a eu cette correction-là, on a trouvé un point bas. Évidemment, je n'essayais pas d'acheter quand le marché tombait. Il y a une phrase en anglais très connue sur les marchés qui dit « Don't try to catch a falling knife ». Donc, essaie pas d'attraper un couteau qui tombe parce que si tu essaies d'attraper un couteau qui tombe, évidemment, tu te tranches la main. Donc, je n'étais pas en train d'essayer d'acheter le marché quand le marché baissait. Mais ce que j'ai décidé de faire, donc, c'est qu'une fois qu'on s'est stabilisé, qu'on a remonté juste ici et qu'on a réussi à se stabiliser alentour de ce niveau-là, eh bien, c'est là que j'ai pu exécuter mes premières positions. Donc, ça, c'était mon premier point d'entrée et j'ai pu exécuter une autre position juste ici, donc ça c'était la semaine dernière, le gold a baissé de presque 5 % en seulement 24 heures et c'était au même moment où on avait le pétrole qui avait monté également vraiment très rapidement, on avait une hausse de 17 % en moins de 24 heures aussi. Ces mouvements-là ont été causés par une conférence de presse de Trump où il disait que s'il n'y avait pas de deal, eh bien, il allait bombarder l'Iran et ça allait être le bordel. Mais pour moi, ces mouvements-là étaient complètement exagérés parce qu'au final, ce qu'il nous avait dit durant cette conférence de presse-là, c'était rien de nouveau, c'était rien qui changeait la situation ou quoi que ce soit. C'était à peu près le même discours qu'il nous avait déjà dit depuis quelques semaines. Donc pour moi, d'avoir vu une telle réaction sur le marché, sur une information qu'on savait déjà, c'était un peu exagéré. Et donc c'est notamment grâce à ça que j'ai pu exécuter mes positions ici sur l'or. Donc ces positions-là, à l'instant, tournent toujours. Je verrai comment je les gère. Est-ce que je décide de prendre mes profits si on commence à rebaisser un petit peu plus? Est-ce que je les garde pour jouer une continuité? Bref, à suivre comment ça évolue au niveau de la situation fondamentale. Mais donc, pour l'instant, ces positions-là tournent plutôt bien. Cette première position-là, je suis up là-dessus environ 9 % et pour ces deuxièmes-là, environ 4 %. Donc, overall, quand même, très, très beau trade pour ces marchés-là. Puis évidemment, guys, pour être 100% transparent avec vous, je vais vous montrer à l'instant les deux positions que j'ai prises sur Gold, que j'ai publiées dans notre groupe de trading avec les étudiants de notre programme. Il faut comprendre que toutes mes positions sont publiées justement en live quand que je les prends dans notre groupe de trading. Je le fais principalement à but éducatif pour montrer justement aux étudiants comment que je vais réfléchir, comment que j'interprète ce qui se passe dans le moment présent. Donc, voici la première position que j'ai prise sur Gold. Si vous voulez mettre ça sur pause, évidemment, vous pouvez lire tout ça, mais comme on peut voir, donc c'était le 24 mars 2026 que j'ai exécuté ça et on voit donc qu'on était à ces niveaux-là juste ici. Donc ça, c'est la première position qui tourne encore. Sinon, deuxième position, la voici. Donc encore une fois, tout le résumé est là. Ça, c'était jeudi dernier et comme on peut voir au moment où je l'ai exécuté, on était ici. Donc, comme j'ai dit, je vous montre ça, guys, surtout par transparence. Évidemment, c'est facile de témoigner d'un mouvement de marché une fois qu'il est arrivé, mais le plus important, c'est d'être capable d'en profiter dans l'état actuel des choses puis quand les mouvements sont en cours. Donc, à suivre, qu'est-ce qui va arriver par rapport à ça? Le prochain gros domino qui va être important, c'est évidemment qu'est-ce qui va arriver, comme j'ai dit, avec la guerre. Donc, est-ce qu'on va vraiment avoir un deal qui va prendre place sur du long terme? Si oui, en théorie, les indices devraient remonter, gold devrait remonter aussi, le pétrole pourrait rebaisser davantage, ou à l'inverse, est-ce que malheureusement, ils ne vont pas réellement
à être capable de s'entendre. Et si on a donc une escalade par la suite, eh bien, les indices pourraient rebaisser. Gold devrait rebaisser aussi par, encore une fois, sortie de liquidité. Le pétrole devrait rester assez élevé. Bref, c'est le prochain domino et c'est le point le plus important à suivre pour les marchés. Donc, graphiquement parlant, à quoi tout ça pourrait ressembler? Je vais vous montrer quelques petits points que je vais surveiller. En passant, guys, je tiens aussi à mentionner que tout ce que je vous présente aujourd'hui, évidemment, c'est pas des conseils financiers, c'est pas des recommandations ou quoi que ce soit. C'est vraiment à but éducatif pour que vous voyez comment je réfléchis, comment je vais interpréter tout ce qui se passe en ce moment sur les marchés. Le fait de développer une vraie compréhension macro, c'est vraiment ce que j'ai trouvé qui fait la plus grosse différence entre les traders qui réussissent et ceux malheureusement qui ne réussissent pas. Il faut comprendre que les marchés financiers, ben, c'est justement la finance, OK? C'est qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe dans l'économie, comment ça va impacter les marchés et non de juste tracer des lignes ou quoi que ce soit. Donc bref, point important quand même là, à comprendre là-dessus. Alors donc comme j'ai dit, premièrement, si on a un accord et que tout va pour le mieux, les indices pourraient potentiellement rebondir davantage. Donc on pourrait par exemple réussir à repasser au-dessus de ce niveau-là et peut-être revenir vers les points hauts historiques. Après ça, la prochaine question, ça va être, bon, ben, est-ce qu'on brise ces niveaux-là ou est-ce que pour X raisons, on rebaisse et on réintègre le range? Ça, je dirais, c'est peut-être un petit peu trop loin pour être capable d'avoir une idée là-dessus. Mais donc, si on a un accord qui prend forme de revenir sur les points hauts historiques, je pense que c'est tout à fait possible. À l'inverse, si on n'a pas d'accord et qu'on a une escalade et qu'on replonge dans un contexte de guerre avec énormément d'incertitudes, eh bien, de rejeter justement le niveau ici et de revenir au moins jusqu'à là, c'est une possibilité. Est-ce qu'on pourrait même revenir encore plus bas que les points qu'on avait ici et faire une correction plus notable? Je pense que oui, comme on l'a vu tantôt, pour l'instant, on a corrigé d'environ 10%. C'est une belle correction, mais c'est pas énorme. Donc, si on a les prix du pétrole qui restent très élevés pendant des semaines, des mois, ça pourrait potentiellement amener une correction encore plus grosse. Donc, c'est des points qui sont importants à comprendre et à garder en tête. Et sinon, le dernier scénario que j'envisage, ça serait qu'on reste un peu dans une incertitude au niveau de la guerre. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'accord, mais on n'a pas non plus une énorme escalade. On pourrait, par exemple, voir le cessez-le-feu qui vient à terminer. Il y a peut-être une petite escalade. Finalement, il y a encore des négociations. Ils continuent à se parler, mais il n'y a pas vraiment de débouché clair là-dessus. À ce moment-là, je m'attendrais plus à voir un range se développer sur les indices. Donc, par exemple, on pourrait rebaisser ici si on a des nouvelles tensions. On pourrait remonter si on a des nouvelles positives. Puis, on pourrait peut-être commencer à faire un plus gros range. Donc, ça, c'est essentiellement les trois scénarios que j'envisage. Mais comme vous l'avez compris, eh bien, tout dépend du fondamental et du contexte géopolitique. Pour l'instant, c'est ce qui drive à 100% le marché et ça va être la chose la plus importante à surveiller aussi. Sinon, bien, évidemment, tous ces scénarios-là vont se refléter sur les autres actifs. Donc, au niveau du pétrole, si on a un accord, eh bien, on pourrait rebaisser davantage. Est-ce qu'on va revenir au point où on était avant le conflit? Peut-être, mais ça me semble un peu stretch. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si on a la guerre qui termine, il y a des dommages qui ont été faits, notamment au Qatar, qui vont prendre longtemps avant d'être reconstruits. Donc, ça va quand même laisser un trou au niveau de l'offre mondiale pour le pétrole. Donc, est-ce qu'on va vraiment rebaisser extrêmement rapidement puis revenir à des prix très, très faibles? C'est pas impossible, mais pour l'instant, j'en doute. Donc, on pourrait quand même rester relativement élevé, peut-être revenir vers les niveaux des 80, peut-être à la limite 70, mais plus que ça va être un peu compliqué pour l'instant. Si on a une escalade et que finalement la situation continue d'être extrêmement inquiétante, eh bien, on pourrait potentiellement revenir vers les points hauts du range. Est-ce qu'on pourrait même potentiellement briser ce range-là si finalement on tombe dans une situation vraiment extrême? C'est pas impossible, qui sait. Ou alors, on pourrait continuer à range. Sinon, au niveau du gold, comme j'expliquais, personnellement, je suis globalement haussier sur l'or. Si on a les indices qui commencent à rebaisser, on pourrait voir une sortie de liquidité sur gold et donc des corrections assez violentes, mais ça serait des corrections qui seraient plus par sortie de liquidité et non par changement fondamentaux. Bref, c'est pas mal, guys, ce qui résume mon analyse des marchés dans l'état actuel des choses. Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Très important à garder un œil sur le fondamental. Encore une fois, c'est ce qui drive le marché actuellement. J'espère, guys, que cette vidéo-là vous a montré un peu comment réfléchir en tant que trader professionnel, qu'est-ce qu'il faut regarder, comment comprendre les corrélations de marché. Comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et ceux, malheureusement, qui ne réussissent pas. On a tellement vu d'étudiants passer au travers de notre programme dans les dernières années et ceux qui réussissent le mieux, c'est eux qui ont justement une vraie compréhension macro. Et ça arrive quand même souvent qu'on a des personnes qui
qui rejoignent le programme, qui ont déjà un peu d'expérience en trading, mais qui n'ont jamais vraiment touché justement au fondamental. Et quand ils arrivent à vraiment développer cette vision-là, eh bien, littéralement, ça change tout de A à Z. Et c'est juste normal. Quand on comprend vraiment les marchés, qu'on comprend qu'est-ce que ça implique, telle nouvelle, comment ça va impacter un marché, comment ça va impacter les autres marchés, puis ainsi de suite, ben, on a vraiment juste une meilleure compréhension en général. Et c'est ça qui nous aide à justement naviguer au travers ces conditions-là. Donc bref, j'espère guys, que vous avez apprécié la vidéo. Et si justement vous voulez aller au prochain niveau dans votre trading, si vous en faites déjà, mais que vous n'avez pas vraiment encore de résultats, vous n'avez pas vraiment cette compréhension-là macro profonde, ou alors si vous voulez tout simplement juste vous lancer et le faire sérieusement, je vous invite guys à regarder le premier lien dans la description de la vidéo. Ça va vous amener vers une autre vidéo qui est en fait une vidéo présentation où ce que j'explique beaucoup plus en détail qu'est-ce qu'on fait au sein du programme de coaching avec les étudiants. Comment on peut vous accompagner de A à Z pour justement aller chercher des meilleurs résultats. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse par la suite, vous allez même avoir l'option de planifier un appel avec moi ou un des membres de notre équipe pour qu'on puisse justement regarder ça avec vous et voir si vraiment on peut vous aider. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, guys, allez voir le premier lien dans la description de la vidéo. Sinon, ben, je vous remercie de l'avoir écouté. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, évidemment, mettez-y un like et là-dessus, on se retrouve dans la prochaine.